Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission en direct de Djibouti, émission organisée en marge du processus électoral qui se tient ici en vue de l'élection le 9 avril prochain d'un nouveau président de la République Africa 24. Au cœur de ce dispositif à organiser chaque jour un débat sur un thème majeur de la campagne électorale. Et aujourd'hui, il sera question de couverture sanitaire, de l'action sociale et de la gestion du Covid. Pour en débattre, nous sommes avec Dr Fouzia Hassan Ousmane. Elle est médecin pédiatre. Merci. Également avec nous, Kadir Il-Ardei, ingénieur en informatique au port de Djibouti. Merci. Également avec nous, Dr Meike Mohamed Moussa, il est conseiller technique du ministre de la Santé. Merci, chers invités. Une petite mise au point, vous êtes nombreux à nous saisir, chers téléspectateurs, pour vous poser la question de savoir pourquoi vous n'avez pas les représentants du candidat Zakaria Ismaël Farah dans nos émissions sur ce plateau. À la vérité, nous devons ceci. L'état-major du candidat Zakaria Ismaël Farah a été régulièrement informé de notre présence et du programme de nos activités, des thèmes de nos débats. Il nous a dit aussi quel est le programme de ces meetings sur le terrain. On a pris note de tout cela. Et pour ces deux meetings, nous étions présents et nous en avons rendu compte sur Africa 24 dans notre journal de campagne, comme vous avez pu le suivre. Maintenant, pour ce qui concerne les débats, malheureusement, le candidat Zakaria n'a jamais envoyé d'invité. Il a été relancé plusieurs fois, il n'a jamais envoyé d'invité. Mais il faut préciser que le candidat a arrêté depuis quelques jours toute activité sur le terrain, plus de meetings, plus de rencontres avec la presse. Il n'organise plus rien. Est-ce qu'il a retiré sa candidature? On n'a aucune information dans ce sens. Mais toujours est-il que nous restons disposés à accueillir le candidat lui-même ou ses représentants dans chacun de nos débats et également à nous porter sur les lieux où il organise des meetings. Et ce sera avec plaisir que nous allons vous en rendre compte. La mise au point est faite. Merci beaucoup. On revient dans ce débat sur la couverture sanitaire, l'action sociale et la gestion du Covid. Et nous ouvrons avec le docteur Fouzia Hassan Ousmane. Le candidat Ismaël Omar Guelleh, le 10 mars dernier, lorsqu'il posait la première pierre de l'hôpital général de la Caisse nationale de sécurité sociale, disait exactement ceci, citation: « Je veux faire de la République de Djibouti une référence en matière médicale dans la région. » Fin de citation. Alors, Dr Fouzia, est-ce que cette promesse du chef de l'État, vous le voyez au quotidien dans les actes qui sont posés pour améliorer le quotidien des Djiboutiens en matière de sanitaire? Merci beaucoup. En fait, comme vous l'avez souligné, je suis médecin pédiatre, je suis une actrice de la santé au quotidien. Et donc, les premiers à être devant les usagers de la santé, les premiers à constater s'il y a une faille ou quelque chose à corriger, à les soumettre aux décisionnaires et à pouvoir apporter des corrections si nécessaire. Nous sommes aussi les premiers à constater si les améliorations sont faites et si les usagers de la santé bénéficient ou pas d'une bonne gestion de la chose sanitaire, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, comme vous l'avez dit, il y a un projet d'avenir, et l'un des plus gros projets d'avenir, je pense, de la région et de la sous-région, c'est l'hôpital de la CNSS, de la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais avant d'aborder cela, au quotidien, en tant que médecin, nous sommes devant une population à l'instant T aujourd'hui, mais j'ai été aussi médecin généraliste et on avait été devant la population. Les conditions ont complètement et radicalement changé. Complètement et radicalement changé sur quel point? D'abord dans le sens de l'accessibilité. L'accessibilité, notre pyramide sanitaire, le lieu où je travaille jusqu'à très récemment, l'hôpital général Pelletier, est un centre de niveau 3, un centre de référence. Vous avez une population qui peut facilement se diriger vers des spécialistes au niveau de centre de référence pour demander des soins spécialisés. Il y a quelque temps, le médecin que je suis se posait la question de pouvoir faire un bilan hématologique simple, une radio thoracique simple. Et aujourd'hui, je peux vous dire que cette question ne se pose plus. Nous sommes devant un patient, nous faisons cette gestion du problème de santé en dehors de toute considération pécuniaire. Nous avons besoin d'un bilan, nous le demandons. Nous avons besoin d'une imagerie, nous le demandons. Et nous avons la chance d'avoir cette assurance maladie universelle. C'est une chose dont on est fier et c'est une chose dont on mesure la chance pour avoir travaillé sous d'autres cieux, sur le continent africain et sur le continent européen. Je mesure tous les jours
quand je me retrouve devant des patients indigents et pour lesquels la question ne se pose pas. Est-ce que cette personne pourra supporter cela ou pas? Au-delà même de la gestion au niveau hospitalier. Nous sommes, par exemple, le service où je suis, le service de pédiatrie, confronté à une amélioration de notre offre de santé. Vous avez un service de radiologie où il y avait une radiographie, un scanner. Actuellement, et depuis les 5 dernières années, vous avez un scanner de dernière génération, une IRM, et je peux les demander facilement. En tout cas, madame, à vous écouter, c'est un peu comme si Djibouti est un paradis sanitaire. Et je vais demander à M. Il-Tiré Ardaye, est-ce que vous vous retrouvez à travers la description que fait madame Fozia Merci de m'avoir donné la parole. Concernant, d'abord, il faut savoir que, comme le Dr Fozia l'a précisé, l'historique de Djibouti, tout le monde, on la connaît parce qu'on vient de loin, si on peut dire. Donc, dans ce sens, il y a une certaine amélioration qui s'est faite, et ça, c'est reconnu par tous les Djiboutiens. Et on remercie ça le président de la République, dans ce sens, parce qu'un effort a été fourni. Pourquoi est-ce que vous remerciez le président de la République? Parce que je me dis que cet effort qui a été fourni est vraiment un effort considérable. Vu que Djibouti, comme le docteur Fozia a prononcé... Le président a joué son rôle, oui, mais il y avait, oui, mais avec nos moyens, il faut savoir quels moyens vous êtes en train de construire un pays. Donc nous ne sommes pas un pays... Le président n'a pas sorti l'argent de sa poche, bien entendu. Ce n'est pas une question de poche, c'est une question de dire, lorsqu'on est un pays vraiment qui est en voie de développement, nos ressources sont limitées. Il faut voir dans quelles ressources il faut donner la priorité. Donc c'est dans ce sens de priorité que je dis que le gouvernement a fait son travail. Donc dans ce sens, je remercie pour dire vraiment qu'un effort a été fourni et on reconnaît cet effort qui a été, comme le docteur Fozia a précisé, que cet effort est payé maintenant parce que tout le monde en profite. Alors docteur, mais quelles sont les insuffisances que vous notez au niveau de l'accès aux soins aujourd'hui? Merci de me passer la parole. Je vais juste rebondir sur ce que vous avez dit à mon collègue. Vous avez dit que le président de la République était dans son rôle. Oui. Il était dans son rôle, mais il faut le dire, et je fais référence à la mesure emblématique dont Fozia a parlé, qui est l'installation de l'assurance maladie universelle. Il a fallu beaucoup de courage pour faire pour y aller. Il y a eu beaucoup de résistance, il y avait beaucoup de scepticisme, il y avait beaucoup de questions. Qui étaient les résistants? Il y a des Djiboutiens qui ne voulaient pas d'assurance maladie, c'est ça? Non, ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas, mais ils ne comprenaient pas le concept, ils ne se l'appropriaient pas, ils ne voyaient pas dans quelle mesure est-ce qu'ils pourraient en bénéficier. Parce que l'adhésion, elle est libre, non? Elle est personnelle. Non seulement l'adhésion est libre et qu'on la propose, mais ce qui est important, c'est que pour que cette adhésion soit faite, il faut que la personne comprenne qu'est-ce que cette assurance va lui permettre en termes d'accès aux soins, va lui permettre en termes de protection sociale face aux risques financiers, donc un certain nombre de choses. Et cette nécessité procède de la vision du président de la République. Et je voudrais vraiment rappeler ça, et j'emprunte des mots du Dr Tedros, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé. L'assurance maladie, ou bien la couverture sanitaire universelle, c'est d'abord un choix politique. Un choix politique que le candidat Ismaël Omar Guelleh a égrené à travers 2 axes. L'accès aux soins, des soins de qualité, et sur tout le territoire, et je vais y revenir, et puis la protection sociale contre les risques financiers, et ça, c'est vraiment l'assurance maladie universelle à travers sa composante, ces 2 composantes. Donc on y reviendra. Alors pour revenir à votre question, en termes de couverture sanitaire, oui. Eh bien, il faut dire, et mon collègue l'a reconnu, il y a eu des améliorations notables, des améliorations qui se manifestent au quotidien dans le quotidien. Il y a eu des améliorations, mais ma question était beaucoup plus sur les insuffisances que vous notez. Non, les insuffisances, bon, alors s'il y a des insuffisances... Ou bien il n'y en a pas du tout? Non, du tout. Bien au contraire, on doit perfectionner le système, il y a encore des choses à faire. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit que le candidat revient et que le candidat souhaite aller jusqu'au bout des différents maillons qu'il a posés. Mais les insuffisances, si vous voulez, donc là, je vais reprendre un peu la carte sanitaire, on a différents maillons qui sont là. On a différents maillons qui sont consolidés. Maintenant, c'est de faire le lien. Je vous donne un exemple tout simple, c'est de faire un lien bien comme il faut entre les structures de soins de premier niveau, ce qu'on appelle les centres de santé communautaires, et les hôpitaux. Comment? À travers une bonne référence et une contre-référence. C'est par exemple faire le lien entre ces centres de santé communautaires ou ces hôpitaux et cet hôpital de dernière génération de la CNSS qui va être mis en place. Qui sera construit. Absolument. Et qui va permettre au pays de répondre à un certain nombre de besoins extrêmement modernes ou bien de
d'extrêmement moderne. Et donc, c'est vraiment créer ce maillage. Le maillage existe, c'est le consolider, c'est de faire en sorte qu'il y ait des automatismes, c'est de faire en sorte que lorsqu'un patient ou un Djiboutien rentre par une porte, eh bien, il y ait un circuit qui soit bien défini, qui soit bien organisé, qui soit bien structuré, qui lui permette à terme eh bien, de bénéficier de la meilleure qualité de soins qui soit. Docteur Osman, ce qui m'étonne à travers tout ce que vous trois vous avez dit sur le plateau, c'est que tout baigne sur le plan de l'accès aux soins. Mais comment expliquez-vous le grand nombre d'évacuations sanitaires que l'on constate? Si tout est bien dans le pays, pourquoi tout le monde ne se soigne pas au pays et on évacue encore des gens? Exactement. Donc c'est le sens même de la question que vous avez posée juste avant. Les insuffisances dans notre quotidien rejoignent en fait cette vision même de cet hôpital. Pourquoi cet hôpital est mis en place? C'est parce qu'on a constaté qu'on ne pouvait pas offrir tout un plateau technique à notre population. Il faut savoir que l'on vient de très loin. L'investissement a été fait dans un premier temps sur tout ce qui était maladies transmissibles. Donc il y avait des programmes de santé prioritaires qui existent toujours, mais l'axe a été et la priorité a été mise sur ce programme de santé prioritaire. La santé de la mère et de l'enfant. Donc il fallait d'abord, par rapport à la situation de départ, essayer de mettre en place et de jeter les bases de ce système de santé. Par la suite, il faut savoir aussi qu'on est dans un monde qui est globalisé. Nous avons des conditions de vie qui ont changé et des maladies non transmissibles qui viennent au premier plan. Et c'est des choses que l'on constate tous les jours. Nous avons les maladies telles que le diabète, l'hypertension, l'oncologie, les maladies, le cancer, voilà, qui soient médicales ou chirurgicales, qui sont au premier plan. Pourquoi? Ce n'est pas des maladies qui viennent d'apparaître, mais c'est parce que nos moyens diagnostiques et de dépistage sont de plus en plus sophistiqués. On arrive à poser des diagnostics. Il y a une amélioration des ressources, de la technicité et de la modernité des ressources humaines. Les médecins sont formés, que ce soit surtout les médecins spécialisés à l'étranger. Vous avez de plus en plus un pool de médecins généralistes avec la faculté de médecine qui a été mise en place. Donc, tout cela vous contribue. Vous ne me dites pas encore pourquoi il y a beaucoup de personnes qui veulent aller se faire soigner à l'étranger. Justement, c'est ça le nœud de la question. Nous posons de plus en plus de diagnostics et la prise en charge n'est pas encore possible. Ça, c'est l'insuffisance de notre système de santé. La prise en charge de ces pathologies. Et c'est ce qui fait que je trouve même que c'est une chance même que notre pays nous offre cette carte de l'évacuation sanitaire. Parce que vous imaginez que vous vous retrouvez dans une situation inextricable, un patient qui a besoin d'une prise en charge urgente et que vous ne pouvez pas prendre en charge. Notre pays et notre gouvernement, avec la vision du candidat Guelleh, a permis cette évacuation sanitaire. Et je peux vous dire que ce n'est pas seulement les riches, comme certains le disent. Il y a un comité, il y a une commission, il y a des médecins spécialistes qui siègent, les cas sont débattus. Chaque médecin qui prend en charge un patient lui fait un rapport d'évacuation sanitaire. Ce rapport d'évacuation sanitaire est mis sur la table, les cas sont discutés. Par la suite, ressortent les cas les plus urgents et les cas qui vont bénéficier d'une évacuation sanitaire. Quand vous dites que c'est une chance, il faut vous rappeler quand même que le président de la République, je l'ai suivi la semaine dernière justement, où il déplorait la chose avec les efforts qui ont été faits. Comment se fait-il que beaucoup de Djiboutiens voudraient encore aller se faire soigner à l'étranger? C'est quelque chose qu'il faut déplorer, non? Il faut le déplorer et c'est pour ça que les actions sont menées pour contrer cela. Pas pour contrer, mais pour pouvoir amener cette offre de soins qui existe à l'étranger et faire en sorte que cela existe sur place. Et vous avez l'hôpital de la CNSS qui va pouvoir répondre à cette problématique qui est de plus en plus grandissante parce que l'accès aux soins est plus facilité, nous avons de plus en plus de diagnostics, plus de pathologies et vous imaginez le budget qui est alloué à l'évacuation sanitaire. C'est tout à fait l'objet et pourquoi cet hôpital a été mis en place. Va être mis en place. Cet hôpital est un hôpital qui comprend 150 places, un staff international et local, des spécialités de pointe telles que l'oncologie, la transplantation rénale et c'est des patients qui actuellement sont pris en charge à l'étranger et cela va se faire sur place. Il va y avoir un centre hospitalo-universitaire qui va être annexé avec la formation des médecins spécialistes sur le sol djiboutien. Ce n'est pas un rêve, c'est une presque réalité parce que les médecins sont formés, les contrats sont conclus et la pose de pierre a eu lieu. Donc je trouve que c'est une chance, donc une réponse
Donc nous sommes dans une évolution. Espérons que de la première pierre qui est posée, on aura l'hôpital dans quelques années. Mais et je peux vous dire que, eu égard à toutes les avancées qui ont eu lieu jusque-là, nous y croyons très fortement. Vous y croyez, mais je voudrais revenir sur un aspect. C'est-à-dire que quand on parle de système sanitaire d'un pays, il y a le plateau technique, il y a le personnel soignant qualifié, il y a les centres de santé eux-mêmes. Le plateau technique aujourd'hui, Monsieur Kadi Ikiré, dites-nous, le plateau technique aujourd'hui, il est comment? Actuellement, il faut savoir d'abord que, comme Dr Fauzier l'a prononcé, avant même, le problème qui s'est posé, c'était le problème de diagnostic. Ce qui est le cas le plus important maintenant, c'est que le diagnostic s'est fait automatiquement maintenant. Le diagnostic à cause de la qualité des personnels, c'est ça? Ce qui était le premier problème à l'époque. Attendez. Oui. Non, le diagnostic en termes d'équipement. En termes d'équipement. Voilà. Okay. Parce qu'il leur faut des équipements pour faire des analyses aux docteurs. Donc, les docteurs, ils avaient des difficultés à faire leur analyse, le bilan général du patient. Donc, actuellement, tous les équipements sont là et le diagnostic est fait rapidement pour chaque patient. Donc, on sait ce que le patient, je ne suis pas spécialiste, je ne dis pas, donc je ne mets pas votre place, mais tous les patients qui s'y rendent savent au moins quelle pathologie ils portent en termes de santé. Donc, au moins l'analyse s'est faite, ce qui n'était pas le cas aux années précédentes, si je peux dire, il y a quelques années de cela. Donc, on a fait un grand effort et cet effort, je dis que je remercie les médecins surtout en cette période de Covid aussi, pour dire que je vous encourage pour continuer. Et il faut reconnaître aussi que voilà, l'analyse existe, le diagnostic existe et les patients sont reconnaissants par rapport à ça. Alors, docteur Meyeke, le personnel soignant aujourd'hui, comment est-ce que vous le qualifiez? Est-ce qu'il est bien formé? Est-ce qu'il y en a suffisamment pour toutes les demandes, justement? Est-ce que la carte médicale aujourd'hui, par rapport au nombre de médecins pour le ratio entre le nombre de population et le nombre de médecins, est-ce qu'il est bon aujourd'hui? Merci. Alors, je vais faire le lien avec les propos qui viennent d'être tenus par ma collègue Fauzier et par M. Khadir. Alors, s'il y a une amélioration du diagnostic, c'est parce qu'il y a un plateau technique qui est plus performant, mais c'est aussi parce qu'il y a plus de spécialistes, des spécialistes diversifiés qui interviennent dans différentes disciplines. À l'heure actuelle, on a 56 médecins spécialistes à Djibouti et on en a 46 qui sont en formation. Donc, dans les 5 prochaines années, on attend 82% de spécialistes en plus. On a 74 médecins généralistes qui officient sur tout le territoire. Donc, non seulement le plateau... La taille de la population, absolument, en termes de ratio, c'est tout à fait acceptable. Et surtout, et vous parliez d'accessibilité tout à l'heure, donc c'est vraiment un maillage de tout le territoire qui est fait, avec 41 postes de santé qui sont dans l'arrière-pays. Donc, je veux également parler de cette diversité en termes de spécialistes. Des spécialistes, on en avait une dizaine, une quinzaine il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, eh bien, c'est autre chose. Sur les 5 dernières années, c'est 30% de personnel médical supplémentaire. Je parle juste des prestataires de soins. Donc il y a un effort considérable qui a été fait non seulement pour avoir plus de médecins qualifiés, spécialistes, et également pour avoir ce qu'il faut en termes de personnel paramédical. Je voudrais, si vous me le permettez, juste revenir sur un point qui a été abordé par ma collègue Fouzia, c'est les séquences. Fouzia a dit, on a d'abord été confronté aux maladies transmissibles. On est actuellement dans une zone de transition épidémiologique où on est confronté non seulement aux maladies transmissibles et aux maladies non transmissibles. Et le système de santé s'est adapté. Le système de santé va en s'adaptant. Il va en s'adaptant d'abord en adaptant ses prestations de soins. Donc ça va surtout être maintenant du promotionnel et du préventif à côté du curatif. Parce que tout ça, ça coûte extrêmement cher. Donc vaut mieux prévenir que guérir. Le deuxième élément aussi qui est extrêmement important à souligner, c'est que, et c'est ce que disait ma collègue, c'est que l'on va offrir des spécialités ou de l'hyperspécialité qu'on n'a pas actuellement et qui explique souvent qu'on a à envoyer nos compatriotes à l'extérieur. Donc, c'est vraiment faire le lien entre ce qui a été consolidé, donc une première phase où il a fallu former des médecins généralistes, une deuxième phase où on forme des médecins spécialistes en grande quantité, puis une troisième phase où on va aller vers quelque chose qui relève de l'hyperspécialité que l'on trouve dans d'autres pays, ce qui a fait d'ailleurs qualifier le projet du président de la République, donc qui est parti carrément du tourisme médical, parce qu'effectivement, les personnes de la sous-région
régions pourront venir en bénéficier. Donc c'est vraiment quelque chose de structuré, c'est vraiment une vision qui a posé ses jalons au fur et à mesure de l'avancement des mandats du président. Donc au premier point, c'est qu'on renforçait les structures de premier niveau. Le deuxième niveau, ça a été de renforcer les structures de deuxième niveau, donc ce qu'on appelle les centres médicaux hospitaliers au niveau des régions. Et là, on est au niveau de la carte hospitalière. On a 2 grands hôpitaux et cet hôpital va venir en complémentarité de ce qui existe, et c'est vraiment là, sur cette chose que je voudrais insister, cet hôpital va venir en complémentarité de ce qui existe, donc c'est des spécialités qu'il n'y a pas, ou des hyper-spécialités qu'il n'y a pas, qui vont venir, si vous voulez, renforcer et consolider l'offre de soins qui existe actuellement. Donc il est extrêmement important de souligner que c'est vraiment une vision avec un fil directeur qui se décline depuis déjà de nombreuses années. Donc il n'y a aucune insuffisance que vous notez sur ce plan-là que... Bien sûr que si. Les insuffisances, déjà, c'est d'avoir à faire que nos compatriotes partent à l'étranger. Mais sur ce point-là, vous savez, même en Europe, même dans les pays occidentaux les plus avancés, les gens font du tourisme médical. Quand on vous parle, je ne sais pas, de services de chirurgie vasculaire, il y a des services extrêmement performants en Allemagne qui font qu'il y a des Français qui vont. Donc vous voulez me dire que ceux qui préfèrent aller se faire soigner à l'étranger, ce n'est pas qu'ils doutent de la qualité des soins ici et que c'est un choix délibéré? Non. Je dis une chose, c'est que je dis que souvent ils ne trouvent pas malheureusement la qualification ou ce qui leur permettrait d'aller jusqu'au bout de leur traitement et qui fait qu'ils vont chercher des spécialités ou ils vont chercher des compétences qu'il n'y a pas ici ailleurs. Dans la suite de cette émission, on va parler de l'assurance maladie, de l'expérience assez originale de Djibouti en la matière. On va parler également de Covid-19 qui sévit un peu partout, comment ce Djibouti a su réagir pour contrer cette pandémie. Mais avant, on va marquer une pause pour regarder juste le journal de campagne, un journal préparé par l'équipe de la rédaction d'Africa 24 déployée sur le terrain. Et ce journal est présenté par Corinne Kandem. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de campagne. Les 2 candidats, le président sortant Ismaïl Omar Guelleh et Zakaria Ismail Farah, continuent de faire la promotion de leur projet de société dans le but de récolter le plus grand nombre de voix possible le 9 avril prochain. Le président sortant Ismaïl Omar Guelleh promet à ses compatriotes d'améliorer davantage le secteur de l'éducation, un secteur fortement critiqué par son challenger Zakaria Ismail Farah, qui estime que l'exécutif en place l'a quelque peu négligé. Un sujet de la rédaction. Quelle école et quelle formation pour la jeunesse djiboutienne? Le candidat Ismaïl Omar Guelleh a eu l'occasion d'exposer ses propositions et positions. Pour le candidat de l'union de la majorité présidentielle, l'accent doit être mis sur la professionnalisation de l'enseignement qu'il entend favoriser, soutenir et valoriser, notamment en créant de nouveaux centres de formation. Nous allons, 1. Travailler sur le développement du tissu productif propre à chacun de nos territoires pour permettre à nos collectivités de mieux faire refléter leurs richesses et leur diversité. Ouvrir des antennes universitaires dans les différentes régions, visant notamment à développer les formations supérieures courtes et professionnalisantes pour former sur place et les employer sur place. Le candidat de l'UMP défend un accès plus démocratique à l'enseignement. Dans son programme, la priorité sera cependant donnée à une formation adaptée aux réalités du Djibouti. Il veut redonner à l'enseignement professionnel un rôle de pourvoyeur de compétences, favorisant l'employabilité des jeunes. Je pense que le président de la République a toujours mis en place, nous a demandé de mettre en place les infrastructures universitaires et de formation. Elles sont opérationnelles. Maintenant, travailler sur la qualité des enseignements et des enseignants, c'est opérationnel. Maintenant, c'est se projeter dans l'avenir pour ne pas faire du copier-coller et surtout ne pas faire une usine de chômage. Donc, aller cibler les 4 ou 5 chantiers que le président de la République a mis en place. Je disais tout à l'heure, la logistique et le transport, les énergies nouvelles et renouvelables et la valorisation du patrimoine que nous avons aujourd'hui en République de Djibouti et des ressources minérales que nous avons pour les exploiter et leur donner une valeur ajoutée. On estime à 45% le taux de chômage à Djibouti. Une grande majorité des jeunes sans emploi du pays ont moins de 30 ans. Zakaria Ismail Farah s'est quant à lui penché sur la question de l'emploi, un des piliers de son programme. Le candidat indépendant souhaite notamment s'attaquer à la question de l'emploi des jeunes à Djibouti. Il promet de mettre en place une allocation de 40 000 francs djiboutiens pour chaque demandeur d'emploi si jamais il est élu. Un sujet de la rédaction.
Le candidat indépendant Zakaria Ismail Farah poursuit sa campagne électorale à travers le pays. En plus de son ambition d'améliorer l'éducation publique, le candidat du MDEND promet également de réduire le taux de chômage des jeunes à Djibouti, un des axes majeurs de son programme de gouvernance. Beaucoup de jeunes finissent leur formation mais restent condamnés au chômage. Quand je serai élu président, je ferai de la lutte contre le chômage une de mes priorités. Et je prendrai des mesures fortes dans ce sens. À titre d'exemple, chaque demandeur d'emploi bénéficiera désormais d'une allocution de 40 000 francs djiboutiens. Une proposition qui laisse certains analystes sceptiques. Je ne comprends pas comment M. Zakaria a fait son calcul, 40 000 DEJ pour tout le monde, 900 000 habitants, je ne sais pas d'où il va sortir cet argent-là. Avec une population d'un peu moins d'1 million d'habitants et une économie en plein essor, Djibouti concentre le potentiel nécessaire pour lutter significativement contre le chômage, notamment celui des jeunes. Pour le président sortant Ismail Omar Guelleh, comme pour le candidat indépendant Zakaria Ismail Farah, la jeunesse doit être au cœur de l'action publique. Reste à savoir au soir du 9 avril qui des deux obtiendra la majorité des suffrages des Djiboutiens. Nous allons une fois de plus profiter de cette campagne électorale à travers le pays pour vous faire découvrir une de ses perles, la ville d'Arta, située au sud-est de la capitale Djibouti. Cette région est connue pour son climat frais, ses sites de randonnée pédestre, sa somptueuse plage pour la baignade et l'observation des requins-baleines. Découverte dans ce sujet de la rédaction. Ne finissez pas votre séjour à Djibouti sans vous rendre à Arta. Arta, la ville la plus fraîche du pays. Il y fait un temps constamment doux. Arta la belle, la ville qui vous envoûte avec ses montagnes pittoresques, mais aussi ses plages originales. À Arta, la mer Rouge, par le bruit de ses vaguelettes, vous offre la détente idéale. Et si en plus vous êtes féru de la plongée sous-marine et des requins-baleines, rendez-vous à Arta. Mais Arta, c'est d'abord une légende. Une histoire. Arta, la ville métamorphosée que vous voyez aujourd'hui, était autrefois inaccessible. Son relief escarpé la rendait impraticable. La légende raconte même que le nom Arta vient du somali Arteg, qui veut dire « gare à toi si tu y vas ». Mais grâce à leur ingéniosité, leur créativité et leur persévérance, les habitants d'ici ont fini par apprivoiser et dompter l'environnement. La fraîcheur du climat, le temps agréable qu'il fait ici, y sont aussi pour beaucoup. Aujourd'hui, Arta est une ville attrayante. Arta, c'est aussi du savoir-faire artisanal qui se transmet de génération en génération. Je ne manque de rien. Je vis de mes produits artisanaux. Tous nos produits ici sont faits à la main. Ce savoir-faire, je l'ai hérité de ma mère, qui elle aussi l'a hérité de sa mère, et ainsi de suite. L'artisanat ici ne s'apprend pas. À force de voir faire, tu acquiers l'art. À l'origine, ces produits se fabriquaient comme des cadeaux de mariage. Avec le temps, c'est devenu un produit de vente. Voilà comment nous vivons de notre art aujourd'hui. Vous ne quitterez pas Arta sans envie d'y revenir, sans envie de revoir son relief certes escarpé, mais fait de montagnes splendides. Ce qui rend inoubliable. Deuxième partie du débrief du débat de la présidentielle, celui que nous décryptons et portait sur le thème couverture sanitaire, action sociale, gestion du Covid. Mes trois invités sont toujours avec moi. Merci à vous, Jean-Marie Bitomo. Nous étions en train d'évoquer la question de la médecine traditionnelle qui, au fond, est une médecine complémentaire à la médecine moderne à Djibouti comme dans les autres pays du continent. Bon, vous savez pourquoi je souris, Richard, parce qu'on dit que c'est une médecine complémentaire. Faisons l'histoire de la médecine. Il est en train de parler de l'histoire de la médecine chinoise. La médecine chinoise est millénaire comparée à la médecine occidentale. Donc, nous commettons toujours l'erreur de nous mettre sous les fourches codines, si vous voulez, de l'Occident. Tout simplement pourquoi? Parce que quand on regarde nos herbes, c'est tout ce que nous consommons, c'est-à-dire les médicaments modernes, entre guillemets, dont on nous parle, ces médicaments-là sont issus de quoi? Sont issus de nos plantes. Des molécules. Donc, quand vous prenez une molécule synthétique, vous la comparez à la molécule d'une feuille que vous prenez qui est censée soigner. Donc, vous avez déjà une insuffisance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre médecine traditionnelle est supérieure à la médecine moderne dont nous sommes en train de parler. Je ne parle pas, si vous voulez, je parle des médicaments. Je ne parle pas des process pour pouvoir opérer une personne, ainsi de suite. Ils sont en avance dessus, d'accord. Ah, bien sûr.
Je suis d'accord là-dessus. Mais maintenant, en termes de médicaments en tant que tels, vous ne pouvez pas prendre une feuille et vous la synthétisez. On se retrouve uniquement avec une partie des molécules qui sont synthétisées en laboratoire. Autre chose, on nous parlait, comment dirais-je, de manque d'expérience. Je parle d'une chose qui est relativement simple. En science, les choses sont relativement simples. C'est que vous avez ce qu'on appelle, spécifiquement pour les médicaments, vous avez ce qu'on appelle l'expérimentation scientifique qui se fait en laboratoire. Ensuite, vous avez la vérification empirique qui est faite sur le terrain. Ce qui ne se fait pas encore dans la médecine traditionnelle. On se dit que dans la médecine traditionnelle, ça ne se fait pas, mais l'efficacité des médicaments est reconnue, de ces feuilles-là est reconnue en tant que telle. Bon, maintenant, tout ce qui nous manque, c'est tout ça. Exactement, on ne serait pas en vie. Il nous manque uniquement, si vous voulez, de pouvoir doser les posologies nécessaires pour pouvoir soigner les gens. Donc, moi, j'ai horreur de ce nom de praticien. Qu'on nous parle de médecine traditionnelle et tout ce qui s'ensuit, quand on ne dit pas à nos peuples africains que les molécules synthétiques chimiques en laboratoire sont issues de nos plantes. Donc, vous devrez, c'est-à-dire tous les dirigeants africains devraient passer en priorité là-dessus, tout simplement. Donc, vous connaissez mon point de vue là-dessus. C'est quoi? C'est qu'il faut que nous développons notre médecine africaine qui n'est pas, de mon point de vue, une médecine traditionnelle. On l'a vu, l'amélioration du système de santé djiboutien, notamment en ce qui concerne le recrutement du personnel médical. Nous l'avons indiqué, 250 médecins aujourd'hui sous la tutelle du ministère de la Santé. 56 spécialistes sont aujourd'hui disponibles et 46 sont en formation. Mais il y a encore effectivement des Djiboutiens qui sont dans le décor. Où en est le projet du tiers payant, notamment, qui est adressé notamment aux indigents, aux personnes qui n'ont pas de revenus? Dans la politique de l'assurance maladie universelle, le tiers payant généralisé est déjà en fait le socle, c'est la base de la politique. Pour les personnes qui sont indigentes, qui ne bénéficient pas pour le moment des soins, nous essayons de faire en sorte de leur adapter le système. L'assurance maladie comprend deux branches, la branche obligatoire et la branche solidaire, le PASS. Pour la branche solidaire, c'est toute personne jugée indigente qui vit sur le territoire national de manière légale. Et nous essayons en fait de leur donner les mêmes droits qu'une personne qui cotise, qui est de la branche assurance maladie obligatoire. J'ai une carte de sécurité sociale, vous pouvez facilement la comparer à la carte de sécurité sociale d'un indigent, c'est la même, il n'y a aucune distinction. Nous bénéficions des mêmes soins. Sauf que moi, je cotise pour moi, pour ma famille, et je cotise aussi pour les personnes n'ayant pas de revenus. C'est la mutualisation des fonds. Qui n'a pas de revenus peut bénéficier des mêmes soins que le haut fonctionnaire djiboutien. Exactement. Il suffit tout simplement de répondre à des conditions d'éligibilité, et à partir de là, nous avons les mêmes droits. Je cotise, on fait en sorte qu'il y ait une mutualisation des fonds et une mutualisation des risques. Voilà. Gestion pandémie, c'est l'actualité en ce moment. Et évoquant justement la question, on a vu dans le débat que des mesures rapides ont été entreprises dans votre pays. Et moi, je tombe sur une déclaration de Larry Andrew. Larry Andrew, c'est l'ambassadeur américain à Djibouti, ce qui disait à l'endroit de votre président en mars 2020. Sachez qu'en ce qui concerne la lutte contre la menace posée par le virus, votre gouvernement est le plus performant du monde. Ça, c'est ce que dit l'ambassadeur américain à Djibouti. Et j'ai voulu comprendre pourquoi il dit ça. Et on se rend compte que dès le 9 mars, votre pays a mis en place le dépistage massif, que le 15 mars, vous avez supprimé les vols internationaux et vous avez instauré la mise en quarantaine, notamment à l'hôpital militaire français de Bouffar. D'où vient cette rapidité et cette promptitude avec laquelle le gouvernement djiboutien a fait face à cette pandémie qui était quand même unique? Merci pour la question. Il faut comprendre une chose, c'est ce que je disais tantôt, c'est que dans ce pays, les choses, en fait, le dialogue, en fait, est quelque chose d'extrêmement en fait, important. Ouais. Et donc la planification, la préparation, ce sont des éléments qui sont essentiels. Et il faut juste noter une chose, c'est que quand l'OMS en fait, a déclaré la Covid-19 comme étant une pandémie, ça veut dire en fait, qu'elle va couvrir en fait, le monde, Djibouti a commencé à se préparer. Djibouti ne s'est pas préparé seul, Djibouti s'est préparé avec ses partenaires également, mais il faut savoir que dans l'appui en fait, au développement, il y a deux termes en fait, qui sont essentiels. C'est l'appropriation et la pérennisation.
Donc, il faut comprendre en fait une chose, c'est que il y a d'abord en fait un haut leadership politique dans ce pays. Le président en fait s'est mobilisé pour justement en fait protéger en fait les Djiboutiens. Il faut savoir que ce sont des mesures en fait contraignantes qui ont été pour le pays en fait, pour le gouvernement, qui ont été prises, et c'était très, très courageux de pouvoir en fait le faire, parce qu'il fallait en fait protéger les Djiboutiens et protéger aussi... À l'aéroport de Djibouti, on a été soumis à 2 tests. C'est ça. Test salivaire, le PCR. Exactement. Et il faut se comprendre que Djibouti en fait, a fait confiance d'abord en fait, à ses enfants. Il faut savoir en fait, que ce sont des Djiboutiens en fait, qui, des médecins spécialistes, des médecins généralistes, des paramédicaux qui ont piloté sous le leadership en fait, du président la réponse en fait, nationale. Il faut savoir que le pays en fait, a mis en place un laboratoire de biologie moléculaire qui a été en fait, certifié de manière assez rapide par le CDC, et ça s'est fait selon en fait, des normes et des standards en fait, internationaux. Le laboratoire s'était conformé en fait, à cela. Donc Djibouti en fait, a évité de pouvoir en fait, envoyer les échantillons en fait, vers un autre pays et d'attendre en fait, de recevoir le résultat. Les directives en fait, de l'OMS ont été aussi mises en place en fait, de manière assez rapide. Traitées, dépister, traiter et traquer. Parce qu'il fallait en fait, également aller au fait, dans la communauté. Ici, on traite le Covid-19 avec quoi? Non, à l'époque, en fait, ce qui était donné en fait, comme traitement, c'était le traitement c'était de l'azithromycine et de la chloroquine, en fait, qui était donné en fait, à l'époque, en fait, en mars 2020. Et ça marche? Ça a donné en fait, des résultats, et c'est pour ça en fait, que le protocole en fait, a été mis en place en fait, à l'époque, et c'est ce qui était donné. L'OMS n'a pas encore totalement validé mais il faut savoir en fait, une chose, c'est qu'il y a une chose en fait, qui est essentielle, c'est que qui avait en fait, des informations ou qui avait des connaissances en fait, sur la Covid-19. C'est une bonne question. Il fallait réagir, il fallait en fait, répondre. Avec les éléments qu'on a à disposition. Il se trouve que la toxicité en fait, de ces médicaments, parce que monsieur au fait, qui avait parlé au fait, de médicaments, ne posait pas au fait, de problème pour la santé au fait, des personnes qui allaient... Ça fait 50 ans qu'on l'utilisait. Exactement. Ça fait 50 ans qu'on utilisait la chloroquine. Et nous, au fait, pays africains qui sont confrontés au fait, au paludisme, depuis au fait, des générations et des générations. Donc cela, au fait, ne posait pas de problème. Mais vous savez, les personnes en fait, étaient mises en quarantaine et suivies au fait, par des spécialistes de manière régulière. Et donc on pouvait en fait, mesurer en fait, les effets néfastes en fait, des effets secondaires. Et donc la communauté internationale a félicité le pays parce que il y a absolument. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, il y a tout ce travail en fait, qui a été fait. Et ce travail en fait, se fait de manière en fait, concertée, se fait la main dans la main, parce qu'il fallait également conscientiser la population, il fallait également la préparer, parce que du jour au lendemain, en fait, on ne dit pas, on ferme en fait, tout, vous ne pouvez pas y aller. Et il y a un secteur qui a été réellement en fait, touché, en particulier, c'est le secteur en fait, des bâtiments et travaux publics. Il faut savoir en fait, que c'est un secteur en fait, qui emploie également des journaliers, et il faut comprendre qu'il y a eu toute une mesure en fait, d'accompagnement qui a été mise en place pour en fait, soutenir en fait, ces entreprises et également soutenir en fait, ces populations qui, du jour au lendemain, se retrouvaient en fait, sans revenus. Et ça, c'est un travail qui a été fait avec les partenaires en fait, au développement, avec le gouvernement, et le pays en fait, a ce qu'on appelle... la mise en place de cette carte qui permet aux personnes d'aller acheter les denrées alimentaires. Mais il y a aussi... Même si tout le monde... Comme disait en fait mon collègue, on a cherché à conscientiser les gens. Une fois que la personne est consciente du danger, qu'elle a compris, donc il y avait un pan de l'économie qui était enfermé, mais d'autres activités qui pouvaient très bien fonctionner. Par exemple, lorsqu'il s'agissait des ports, par exemple. Le secteur vitaux était fonctionnel. Était fonctionnel, tout à fait. Farad Hassan Farah, très rapidement, Jean-Marie Bito, il dit quelque chose de très intéressant. Je ne vais pas polémiquer, mais pendant 50 ans, personne ne nous avait expliqué que la chloroquine était toxique. C'est avec la pandémie qu'on a commencé par le dire, ah non, c'est pas bon, c'est toxique. Pourtant, on nous a laissé consommer la chloroquine pendant 50 ans, mais passons. Ça, non, je voudrais revenir dessus, parce que c'est important de mon point de vue, si tu veux, Richard, parce que je parlais tout à l'heure d'expérimentation scientifique et de la vérification empirique. Vous avez le professeur Raoult Enfance qui a posé cette hypothèse sur la table. Cette hypothèse a été balayée d'un revers de main. On s'est dit que non, ça ne fonctionnait pas, ainsi de suite, alors qu'en Afrique, comme on a
annonçait à nos gouvernements, si vous voulez, l'hécatombe qui arrivait liée à la pandémie, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nos chefs d'État ont été très, très réactifs dans toute l'Afrique en tant que tel. Vu ce qui nous était annoncé, dont ils ont été réactifs, et Djibouti, si vous voulez, a mis en place les mesures nécessaires pour pouvoir, au niveau de la sensibilisation... En ce moment où nous sommes en train de faire cette émission, Djibouti n'est pas confiné. La France est confinée, beaucoup de pays européens sont confinés. Et là, on vit de façon normale, bien entendu en respectant les règles barrières, les mesures barrières, les masques, etc. C'est aussi le fruit d'une gestion rigoureuse du début de la pandémie. Je pense que c'est le fruit d'une gestion efficace en tant que telle. Parce que j'ai remarqué ici là que les acteurs, tous les acteurs, que ce soit les acteurs économiques ou les acteurs politiques, ils sont relativement anticipatifs dans leurs applications des mesures qui sont mises en place. Donc à partir de là, dès l'instant que vous prenez l'épidémie en amont, à partir de là, vous bloquez, si vous voulez, sa circulation sur l'ensemble de la population. Et le fait de partir très très tôt, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez cité les dates, le 3, le 9, ainsi de suite, donc vous stoppez, si vous voulez, la propagation de l'épidémie dès la base. Donc cette réactivité-là, je trouve qu'elle a sauvé beaucoup de pays africains. Si je peux me permettre juste de rajouter un point par rapport à ça, c'est qu'actuellement, à Djibouti, nous sommes à notre 2e semaine de vaccination, qui a débuté déjà, et nous avons fait en sorte qu'il y ait des vaccinodromes sur tout le territoire. Il y a eu des équipes aussi mobiles qui ont sillonné l'arrière-pays pour apporter ce vaccin au plus près de tous les Djiboutiens. Monsieur le directeur général, non, le directeur de l'assurance maladie à Djibouti, je l'ai dit en début d'émission, vous êtes un homme clé dans le dispositif sanitaire, médical, djiboutien. 300 000 abonnés aujourd'hui à l'assurance maladie. Comment faire en sorte que dans quelques années, quand nous allons revenir ici à Djibouti, il y a au moins 600 000 abonnés? C'est ça le défi. C'est un défi qui est réel, qui a été même lancé par le chef de l'État, actuel candidat, faisant en sorte d'avoir le maximum. Parce que là, en fait, nous passons à la couverture sanitaire universelle. Cette couverture sanitaire universelle ne veut plus qu'il y ait des Djiboutiens qui soient à côté du système de santé. Nous devons avoir une vision plutôt inclusive et on essaie d'adapter en fait les projets. Actuellement, par exemple, il y a eu en 2020, il y a une loi qui a été votée pour l'assurance maladie, l'assurance volontaire. Ça, c'est une assurance qui permet aux gens de pouvoir s'assurer et nous attendons en fait que les choses soient beaucoup plus comprises par la population et que les gens puissent comprendre que l'assurance maladie, ce n'est pas tout simplement une décotisation, mais c'est aussi une façon de s'assurer contre la maladie. Nous voyons au quotidien en fait, des personnes qui ne se sont pas assurées. Lorsqu'il s'agit de la maternité, lorsque la femme se retrouve à la maternité pour accoucher, on se retrouve face au mari qui est là, qui demande tout simplement être enrôlé. C'est pour éviter les mauvais risques. On essaie de faire comprendre à la population que tout le monde doit être enregistré. Il faut venir se déclarer à la CNSS. Les travailleurs indépendants, ils ont des textes qui leur permettent de s'enrôler depuis 2013 et des cotisations qui sont modelées en fonction de leur patente. Pour les travailleurs qui sont dans le secteur informel, on essaie de les rapprocher des travailleurs indépendants pour qu'ils puissent bénéficier de la protection la plus large possible. Nous l'avons vu dans nos émissions précédentes, la faculté des sciences de médecine de Djibouti n'a que 20 ans et a produit déjà un certain nombre de médecins djiboutiens. Mais on l'a vu dans le débat, la question de l'évacuation sanitaire a été posée et coûte cher à votre pays. Il y a un défi, mais qui transcende Djibouti, qui est un défi global pour le continent, c'est comment attirer les médecins qui sont à l'extérieur. Comment faire en sorte que les médecins qui officient à l'extérieur, pour qu'on ait un soin de qualité, il faut avoir un personnel médical suffisant, avec un plateau technique performant, un éventail de soins. Et comment relever ce défi ici dans votre pays, quand on sait le potentiel économique de ce pays? D'accord. Faut d'abord, je vais vous donner juste quelques chiffres pour que vous puissiez comprendre la situation, savoir en fait d'où est-ce que nous sommes partis, parce que je disais tantôt, nous, en fait, en tant qu'organisation en fait, onusienne, on travaille en fait avec le pays. Oui. Nous faisons en fait des évaluations formatives de base avant de pouvoir en fait
mettre en œuvre en fait, des projets. Mais pendant la mise en œuvre en fait, de ces programmes, il y a aussi des supervisions en fait, formatives qui sont faites. Il y a également des évaluations en fait, qui sont faites pour pouvoir, en fait, si vous voulez, améliorer les choses et avoir en fait, des données qui sont basées sur des informations en fait, stratégiques. Donc il faut comprendre juste une chose, c'est qu'en 2004, par exemple, en fait, la mortalité maternelle était de 546 pour 100 000 naissances. En 2012, en fait, elle est tombée à 383. Donc ça vous montre en fait, qu'il y a un plateau technique, il y a tout un personnel de santé qui est mobilisé au fait, pour ça. Pour la mortalité infantile, on est passé de 99 pour 1000 à 58 pour 1000. Donc vous voyez, à chaque fois, en fait, c'est vraiment en fait, divisé par deux. La mortalité juvénile, au fait, de 127 à 67. Et il faut comprendre qu'en 2012, au fait, il y avait 7 accouchements qui se faisaient au fait, dans une structure en fait, hospitalière. Donc ça répond en fait, à la question de tout ce qui est on peut toujours mieux faire. Tradis praticiens et autres. On peut toujours mieux faire. Donc avoir en fait, une université, en fait, une école de médecine, c'est courageux. Mais parce qu'en fait, il fallait le faire. Et ça nous a permis, au jour d'aujourd'hui, de pouvoir en fait, avoir chez nous des médecins djiboutiens, compétents, qualifiés, qui travaillent en fait, dans ce pays-là. Mais il faut juste savoir que nous, partenaires en fait, multilatérales ou partenaires en fait, bilatéraux qui travaillent en fait, avec le pays, nous essayons de faire en sorte que les pays en fait, avec lesquels nous travaillons soient autonomes. Soit autonomes, soit en fait, indépendants, et ne dépendent pas en fait, d'un soutien en fait, extérieur. Que les compétences en fait, soient là en fait, au niveau du pays. Et cette réflexion en fait, à Djibouti est une réalité, a été en fait, lentement compris. Et au jour d'aujourd'hui, le Djiboutien, en fait, quand il finit ses études, en fait, il rentre et il travaille en fait, dans ce pays parce qu'il y a des opportunités. On a pu rencontrer un certain nombre de collègues qui sont maîtres de conférences ici à l'université de Djibouti et qui sont fiers de servir et de construire le pays. En quelques secondes, votre mot de la fin très rapidement. Le mot de la fin serait que, généralement en Afrique, on se critique nous-mêmes, on voit toujours le verre à moitié vide et non pas à moitié plein. Moi, je préfère procéder, c'est-à-dire sur le contraire. Je pense que Djibouti, c'est un pays qui... Les stratégies qui sont mises en place, par exemple, on a parlé de la couverture maladie universelle, ça ne se retrouve pas dans beaucoup de pays africains. Donc, pour un petit pays comme ça, c'est un progrès en tant que tel. C'est vrai que tout le monde, on ne peut pas tout avoir du jour au lendemain. Il y a une maxime qui est relativement simple. Nous sommes des individus, les besoins humains sont illimités, mais les ressources sont limitées. Merci. Merci Jean-Marie Bitomo, éditorialiste. Merci à vous, Farhad Hassan. Farah, vous êtes le directeur pays de l'ONU-SIDA. Merci. Merci. Et surtout, Issa Abdillahi Issa, directeur de l'assurance maladie. Merci à vous. Et faites en sorte que de plus en plus de Djiboutiens se portent bien dans ce pays. Merci à vous. Je pense qu'ils vont y parvenir. Ils ont mis en place la bonne stratégie de mon point de vue. C'est la fin, mesdames et messieurs, du débat de la présidentielle. Merci d'avoir été en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro du débrief du débat de la présidentielle. Merci à vous.